Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette présentation. Nous sommes ici avec le Indigenous Primary Healthcare Council et on va partager avec vous certaines pratiques de bien-être et de santé qui appartiennent à un modèle de soins de santé intégrés. Alors, aujourd'hui, je suis avec ma collègue Mandy Mack. Elle aura sa chance pour se présenter. Quant à moi, je suis Dakota Recollet et je suis directrice des programmes de sécurité culturelle indigène ici. Et donc, je soutiens toutes nos formations ainsi que le développement de ressources associées à la sécurité culturelle indigène. Maintenant, je passe le micro à Mandy. Merci beaucoup, Dakota. Bonjour à tous. Je m'appelle Mandy Mack. Ma famille vient de la nation Athabasca. Je m'occupe de la santé et du bien-être. Heureuse d'être avec vous. Merci, Mandy. Alors, un peu d'informations sur le IPHCC. Nous sommes une organisation basée sur la culture et gouvernée par les indigènes. Nous sommes établis pour soutenir le progrès et nous sommes à Ontario. Nous travaillons à travers des partenariats à l'éducation et le plaidoyer et nous cherchons des solutions pour transformer les résultats de santé indigènes, pour autonomiser les voix indigènes et nous avons des partenariats avec les communautés indigènes, les organisations de santé et les agences gouvernementales. Nous recueillons des données sur le statut de santé des peuples indigènes en Ontario. Nous sommes une organisation de membres où participent des organisations de santé indigènes comme des centres de communautaires, des accès à la santé, des équipes de santé familiale, des cliniques dirigées par des infirmières certifiées. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les expériences indigènes et contemporaines au Canada et comment cela mène aux pratiques de bien-être et de santé. Nous parlons toujours de l'histoire et de l'impact sur les peuples indigènes au Canada, car il est important de continuer à sensibiliser afin d'améliorer les soins de santé pour les communautés indigènes. Nous allons commencer par parler de certains sujets que vous connaissez. Ces informations sont aussi importantes puisqu'elles sont associées à l'importance de la guérison traditionnelle. Il est important aussi de reconnaître le dommage qui a été fait et les leçons apprises ceci nous mène à la prescription sociale car c'est un concept et une pratique que les peuples indigènes ont mis en pratique depuis des temps immémoriels. Pendant cette présentation, nous n'allons pas parler tellement du terme de prescription sociale, mais nous allons voir comment cela est lié à la santé indigène et l'importance de reconnaître que les organisations de santé indigène continuent à pratiquer le concept de la prescription sociale. Cela inclut l'accès aux programmations communautaires et les programmes de santé indigène. La présentation d'aujourd'hui peut parler de certains sujets assez délicats et nous comprenons que cela peut être difficile. Donc, si vous avez besoin de vous éloigner un moment, nous comprenons. Nous allons commencer avec un peu d'histoire. En 2015, la Commission de la vérité et la réconciliation du Canada a publié son rapport qui a identifié 94 appels à l'action afin de reconnaître et mettre en œuvre les droits aux soins de santé des peuples indigènes avec des principes qui reconnaissent donc les droits à la santé des peuples indigènes et les principes de réconciliation, surtout le numéro 4 et le numéro 9 qui parlent de la perspective des anciens et d'intégrer cela dans les concepts de santé, dans les systèmes de santé. À la fin des années 1800 et au début des années 1900, le gouvernement avait mis en vigueur des politiques
qui ont éliminé les droits et qui ont eu des effets très graves sur les peuples indigènes. L'interprète s'excuse, mais l'oratrice va très très vite. Au moment de la Confédération, la loi indienne avait été créée afin de protéger les peuples indigènes en créant des réserves pour les Premières Nations. L'idée, c'était de civiliser les peuples indigènes et leur donner les droits civils et politiques des autres Canadiens. Il y a eu beaucoup de stipulations qui ont eu un impact sur le statut indigène. Par exemple, si les femmes épousaient un homme des Premières Nations, alors elles perdaient leur statut. Les femmes ont pu récupérer leur statut en 1975 après une modification de la loi qui ont l'impact, ont limité la responsabilité des statuts. La loi indienne finalement a mis en œuvre des politiques pour protéger les Premières Nations. Et nous souhaitons partager cette citation de Duncan Campbell Scott qui a dit qu'il voulait éliminer le problème indien. Notre objectif était de continuer jusqu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait pas été absorbé dans le corps d'organe principal de politique et qu'il n'y ait plus de département des affaires indiennes. Alors, nous allons voir aussi le système résidentiel d'école. C'était la politique d'assimilation la plus connue qui a été mise en œuvre par cette loi. Et cela continue à impacter les peuples indigènes aujourd'hui. Dans cette période, elle a commencé par la missionnarisation qui a essayé de convertir les populations indigènes à la chrétienté. Cela a fini par avoir des écoles qui ont été ouvertes d'abord en 1831 à Brantford et après 1900, les enfants étaient en train de mourir à des taux très alarmants. Dans les années 30, les enfants indigènes avaient plus de chances de mourir dans les écoles résidentielles que les Canadiens qui luttaient dans la Deuxième Guerre mondiale. La dernière école résidentielle a été clôturée en 1997 après beaucoup de traumatismes sur les enfants. Je vais aussi parler de l'histoire canadienne avec l'expérimentation puisqu'elle est importante et que cela continue à être une raison pour laquelle les peuples indigènes ne font pas confiance au système de santé. Plus de 1000 enfants ont subi des expériences avec des médicaments, bien que les parents n'étaient pas informés. Les enfants n'avaient pas accès à une nutrition correcte. Et à l'époque, il y a eu aussi des expériences qui ont causé de l'anémie sur les enfants qui étaient touchés par une expérience avec des farines interdites. Même si bien que les enfants soient décédés dû à ces expériences, elles ont continué. Voici une histoire d'un survivant, car il est important d'écouter le témoignage de ceux qui ont été présents dans ces écoles. Cela peut être difficile, donc soyez compassifs avec vous-même, car il peut être difficile d'écouter ce témoignage. Eh bien, ce système m'a ôté mon langage, ma culture et mon identité. Oui. Je suis un survivant. Mes parents étaient des chasseurs, des trappeurs qui survivaient de la terre. Et je suis allée à l'école de résidence à partir de l'âge de 7 ans. Le département des affaires indiennes avait une politique et tous les enfants devaient participer et être présents à cette école résidentielle. Mes parents seraient allés en prison si je ne me présentais pas à l'école.
j'étais donc présent au Bishop Orden Hall et je suis aussi allée à Shingwa Hall en Ontario. Les survivants des écoles résidentielles étaient durement disciplinés. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est que j'ai été abusée physiquement par un superviseur. On nous a dit de ne pas partager nos aliments et j'ai été pris en train de partager un bout de pain. J'ai été sévèrement punie par le superviseur. Je ne pense pas que tous les superviseurs, tous les personnels, tous les maîtres étaient méchants. Voici une barbecue. Il y avait une barbecue pour ça, c'est mon équipe de hockey. C'est quand on a gagné le championnat en 1963. Et donc, ils nous ont donné des hot dogs, des hamburgers et des marshmallows. On s'est vraiment amusé. Je suis devenue un alcoolique vers l'âge de 20 ans. Oui. Beaucoup de survivants ont abusé de l'alcool, l'alcool ou d'autres substances afin de pouvoir gérer ce qui nous était arrivé, nos émotions, afin de bloquer nos émotions, nos sensations, nos sentiments. Il nous manquait un sentiment d'appartenir. Nous voulions trouver ce sentiment d'appartenir et d'identité et une identité. Alors d'abord, j'ai dû récupérer ma sobriété. C'était il y a 45 ans. Et je suis revenue à mes traditions, à ma culture, et c'est là que j'ai fini par trouver mon identité. Je pense que les peuples non indigènes, les Canadiens, doivent devenir nos alliés avec les Premières Nations, avec les peuples indigènes, et apprendre sur l'histoire réelle du Canada. Un autre incident historique, c'est lorsque les années 60, où l'on a pris les enfants, surtout pendant les années 60. À cette époque, il était une pratique commune pour les travailleurs sociaux de prendre les enfants des réserves, de les enlever à leur mère. Cela garantissait un financement pour chaque enfant qui était enlevé à sa famille. À ce moment-là, les enfants enlevés à leur famille ont passé de 1% en 1959 à 40% durant les années 60. Cette période nous montre comment le système de Canada continue à servir à déplacer les enfants de leur famille. Cet enlèvement systématique continue aujourd'hui avec un pourcentage d'enfants qui continuent à être élevés loin de leur famille. Les 8% des enfants indigènes de moins de 14 ans sont toujours dans les soins de famille d'accueil, sont placés en famille d'accueil. L'interprète s'excuse, mais à nouveau, l'oratrice parle très, très vite. Le gouvernement a ouvert plus de 22 200 hôpitaux
Donc, le but, c'était de tester la tuberculose sur certains de ces inaudibles. Les hôpitaux indiens sont devenus des lieux d'expérience pour les adultes. En fait, je ne vais pas partager cette vidéo avec vous parce que nous n'aurons pas assez de temps. Mais si quelqu'un a le temps un peu plus tard, je vous encourage en fait d'aller regarder ça sur YouTube. C'est un témoignage d'un aîné qui a vécu dans cette période et qui avait été pris à 7 ans et est resté dans cet hôpital indien pendant 2 ans et demi. Voici quelques autres expériences autochtones. Donc, on parle, par exemple, des alertes de naissance. Donc, ils prenaient les enfants sans avertir les parents parce qu'ils considéraient que les parents pourraient mettre leurs enfants en danger. Donc, les familles autochtones représentaient 30% des alertes de naissance émises. C'est une pratique qui a pris fin en Colombie-Britannique dans les années 2019. Les familles autochtones peuvent être visées par cette pratique pour plusieurs raisons. Par exemple, les soins eux-mêmes, la surveillance et la communauté. Donc, ils représentent 30% des alertes émises. Maintenant, il y a un impact, bien sûr, sur les femmes pour plusieurs raisons. Bien sûr, ça empêcherait aux femmes d'aller chercher des traitements prénataux. Ces alertes de naissance ont pris fin en Colombie-Britannique en 2020. Nous allons aussi parler un peu de la stérilisation forcée des femmes autochtones. Donc, la loi de la stérilisation sexiste de, des femmes a été passée en 1833. C'était fait pour les femmes qui étaient considérées comme étant incompétentes. Et bien sûr, ça se faisait sans le consentement et bien sûr, la loi des droits de l'homme démontre que qu'il y a eu plusieurs brèches de cette loi. Bien sûr, ils considéraient cela comme étant une forme de contrôle des naissances et bien sûr, il y a eu plusieurs de ces stérilisations qui ont été faites dans les hôpitaux de Montréal, de Toronto. Le dernier cas de stérilisation forcée est arrivé en 2017. Alors, voici certains des symptômes. Nous avons des symptômes tels que l'itinérance, la consommation de substances et le taux de suicide très élevé, qui sont des symptômes de souffrance continue. Bien sûr, la détresse médicale qu'ils ont ressentie à travers cela se faisait à travers l'accès aux soins. Et bien sûr, plusieurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont rapporté s'être ressentis comme étant moqués et délaissés par le système de santé. Ces systèmes peuvent créer des comportements qui finissent par développer des soins, par résulter par des soins au plus bas que les niveaux de standard et des mauvais soins pour les clients. Maintenant, pour bien comprendre comment les supporter, il est important de les- pour mieux les soutenir, il est important de comprendre exactement quel était le parcours. Bien sûr, le traumatisme systémique a un impact sur tous les aspects de la vie des personnes autochtones. Et si nous voulons y faire quelque chose, nous devons attaquer cela directement. L'objectif, c'est vraiment de prendre des décisions, leur permettre d'être autonomes par rapport à leurs décisions, tout en évitant le risque de traumatisation, de trauma. Il faut augmenter le standard de soins, non seulement pour les Premières Nations, mais aussi pour les Inuits et les Métis. En tant que fournisseurs de soins, nous pouvons mieux les aider lorsqu'on reconnaît et qu'on comprend que ce traumatisme peut être présent dans chacune des interactions.
Maintenant, toutes les informations que nous vous avons présentées aujourd'hui vous ont permis d'être un peu plus, ont augmenté votre conscience collective. Maintenant, l'un des aspects très néfastes a été les préjudices qui ont été causés au peuple à cause donc à cause de l'histoire des peuples autochtones et de leur approche à la médecine, ils ont été beaucoup plus lents à s'approprier la méthode moderne. Bien sûr, inaudible. Alors, pour les Autochtones, la culture est vraiment quelque chose qui fait partie de leur identité et de leur guérison. Et bien sûr, les ramener à ces traditions leur permettrait de surmonter ces problèmes traumatiques auxquels ils ont eu à faire face. Ces pratiques culturelles peuvent leur permettre d'avoir un sens d'appartenance et ça leur permet aussi de développer des systèmes de soutien et de développer de la résilience. Bien sûr, chacun de ces peuples ont leur propre système de croyance qui leur permet d'avoir un sens à leur vie et un objectif. Maintenant, en allant dans cette direction, on permet aussi de développer l'espoir. Et en faisant tout cela, on permet aussi à la personne de développer ses aspects physiques, spirituels et mentaux. De plus, on peut atteindre la racine du traumatisme et le gérer de manière holistique et intégrée. Maintenant, pour la prochaine partie de la présentation, je passe le micro à Mandy. Bonjour encore. Merci, Dakota. Merci d'avoir partagé ces aspects historiques et l'impact que ça a eu sur les peuples autochtones en ce moment. Maintenant, nous allons parler de la guérison traditionnelle. En tant que peuple autochtone, nous continuons d'honorer nos façons d'être et de vivre et nous approchons la santé de plusieurs aspects et il est important de reconnaître cela et c'est utile pour les professionnels de la santé qui viennent de parcours différents. Mais il ne faudrait pas prendre pour acquis que tout le monde ont les mêmes perspectives, les mêmes protocoles et les mêmes expériences. Donc, au lieu de d'utiliser une seule lentille, la meilleure chose à faire serait de parler avec le client pour savoir quelle est leur perspective par rapport à la santé. Donc, en faisant cela, nous avons des résultats beaucoup plus positifs. Et bien sûr, on peut toucher aux besoins du client en parlant avec le client directement. Donnez-moi un instant. Alors maintenant, nous allons parler de la différence des rôles entre les anciens et les gardiens du savoir. Alors, qui sont les gardiens du savoir? Ce sont des personnes qui ont été identifiées par leur communauté comme étant des personnes qui ont des dons culturels, émotionnels et spirituels. Ils ont un rôle dans la communauté qui est reconnu et respecté et souvent ils sont considérés comme étant des modèles pour les autres membres de la communauté. Ils ont aussi des connaissances variées et des compétences variées, et cela inclut la guérison traditionnelle et la médecine traditionnelle. Maintenant, quel rôle est-ce que cette connaissance a dans ce contexte? Eh bien, leur rôle peut varier énormément. Donnez-moi un instant, je vais juste ajuster mon système. Donc, ce qu'ils font, ils peuvent ouvrir et euh, fermer et conclure les rencontres avec des cérémonies. Ils peuvent présider les conférences. À l'IPHCC, nous avons des cérémonies avec les anciens qui nous permettent de débuter nos rencontres
de manière positive. De plus, ils nous permettent d'avoir aussi la méditation et une sens de direction pendant la rencontre. Ça permet, ces gardiens du savoir peuvent aussi offrir du soutien à ceux qui en ont besoin et des conseils au comité. Les peuples autochtones ont souvent peu accès aux services. Et ce genre de soutien est utile pour leur parcours de guérison. Et mieux comprendre cet aspect de la guérison est très utile pour les clients, leur santé et leur bien-être. Alors, les pratiques de guérison à travers les cultures. Maintenant, ça varie énormément. Ça peut inclure le tabac et d'autres choses. La communication avec les esprits se fait à travers les prières, les chants et d'autres cérémonies. La guérison est atteinte en ayant euh, une harmonie entre les relations. Et juste ici, nous pouvons voir un cercle de médecine pour mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Il faut comprendre aussi que plusieurs de ces pratiques sont partagées par plusieurs cultures autochtones. Souvent, les gens ne savent pas exactement quelles sont les formes traditionnelles de guérison là où elles sont, dans leur propre culture. Voici certaines formes qu'on peut voir. Nous avons des modèles qui sont basés sur le territoire, des modèles à base d'eau. L'artisanat sont importants aussi, les médicaments traditionnels, les enseignements oraux et les contes, les danses traditionnelles et la confection de regalia, les chants traditionnels, les rassemblements spirituels, les approches traditionnelles de classe et de cueillette et les systèmes alimentaires traditionnels. Prochaine diapositive, inaudible. Voici les 7 valeurs sacrées. Elles peuvent varier légèrement à travers le pays, mais elles représentent la loi sur le, le speaker. Nous allons commencer avec la première des valeurs, le courage. Le courage de parler, de révéler, d'être ouvert et d'avoir de l'introspection. Le deuxième, c'est l'honnêteté. C'est de se connaître, ses propres valeurs et ses croyances. Parler avec son cœur et avec son âme et de se permettre d'être vu et d'être connu. Le troisième, la troisième valeur, c'est l'humilité. Nous avons tous de la valeur intrinsèque. Personne n'est plus importante que l'autre en esprit. Quatrième, c'est le respect. Se retrouver ensemble, reconnaître et honorer l'espace où nous nous trouvons est un cadeau. Respecter et honorer du plus jeune au plus vieux est absolument crucial. La prochaine, c'est la vérité. Notre vérité n'est pas la seule vérité. Il y a plusieurs chemins qui emmènent au même port. Nous sommes créés égaux, peu importe d'où nous venons. Ensuite, nous avons l'amour, se comprendre, comprendre les autres aussi et permettre de donner absolument tout ce que nous avons. Et le dernier, c'est la sagesse. Bien sûr, ces valeurs ne sont pas inclusives ou finales. Il faut absolument comprendre comment est-ce que ces valeurs guident les gens à travers leur vie. Il faut comprendre aussi comment est-ce que ces valeurs peuvent être utilisées pour être exprimées comme des outils de changement et on peut les utiliser aussi pour ceux qui pratiquent les soins. Maintenant, nous avons une autre approche, c'est voir des 2 yeux. Donc, cette philosophie réfère au fait de voir avec les yeux modernes de la philosophie de, de l'Occident.
et aussi de voir avec les yeux traditionnels. C'est quelque chose qui a été développé par l'aîné Albert, qui considère que c'est l'un des trésors des peuples autochtones. Nous croyons que c'est le principe le plus important pour que nous puissions avoir de la science intégrée et pour qu'on puisse avoir aussi du travail collaboratif qui aura du succès. Bien sûr, nous pouvons l'appliquer à des modèles de soins primaires, soins de la santé primaire, et on peut utiliser cette approche lorsqu'on voit des collaborations entre les médecins traditionnels et les nouveaux professionnels de la santé. Nous avons vu ça depuis les 20 dernières années où on a vu cette intégration des guérisseurs traditionnels avec les médecins plus modernes. Nous avons vu ça à Toronto, dans la clinique de diagnostic. Nous le voyons aussi dans l'équipe de diagnostic qui inclut un psychiatre, un psychologue, un guérisseur traditionnel et un docteur, un médecin, et ils travaillent ensemble pour diagnostiquer les enfants. Et ça peut vous montrer exactement comment est-ce que la médecine traditionnelle peut être complémentaire aux soins de santé primaires que nous avons en ce moment. Bien sûr, il y a plusieurs autres cérémonies, d'autres programmes basés sur la Terre qui peuvent être utiles aux patients et aux clients qui font face à ce genre de problème. Prochaine diapositive. Voici une autre des connaissances, un autre enseignement que nous utilisons beaucoup, l'enseignement du faucon et du loup. C'est que le faucon peut tout voir d'un point de vue clinique et ça inclut la connexion. C'est de cette manière qu'il peut y avoir une relation positive entre le fournisseur de soins et le client. Donc maintenant, l'enseignement du faucon est basé sur le fait que le faucon et l'aigle sont les créatures les plus proches de nous. Et c'est pour ça que nous offrons du tabac et des prières vers le Créateur. Le faucon peut tout voir et cela nous rappelle d'avoir une perspective et une vision beaucoup plus large. Donc, le faucon a vraiment ce don de la perspective, de mieux voir tout ce qui se passe autour de nous, de mieux comprendre la vie. Et c'est pour ça que l'aigle et le faucon sont aussi importants dans nos enseignements. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que les cliniciens doivent considérer tout ce qui concerne la vie du client, de voir un peu plus loin que les quatre murs où il se trouve. Il faut aussi développer une relation clinique beaucoup plus profonde. Ça implique aussi de comprendre l'histoire du colonialisme et son impact sur la santé des peuples et des populations autochtones. Il faut aussi être ouvert à de nouveaux systèmes de connaissances et les considérer comme étant des cadeaux et des dons. Alors maintenant, la prochaine diapositive, c'est la suite de l'enseignement du faucon et du loup. Le loup est vraiment un animal totem qui nous enseigne l'humilité. Et bien sûr, tout ce qu'on aura besoin, c'est l'humilité pour pouvoir collaborer de manière efficace. Et les enseignements autour du loup, en gros, c'est que ça nous permet de surmonter l'échec. Ils sont tenaces, ils sont des bons citoyens et ils règlent leurs problèmes ensemble. Ils naviguent leur position dans la communauté. Ils sont des bons, ils écoutent bien, ils communiquent bien aussi et la famille est très importante à leurs yeux. Et il faut voir aussi que le loup est celui qui prend soin de sa communauté le plus. Donc, bien sûr,
il ne pourrait pas être associé à un clan ou à un groupe. Donc, bien sûr, il y aura des défis et parfois il y aura des erreurs. Et l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et pour être des bons citoyens, il nous faut adopter ces valeurs aussi. Il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à communiquer, il faut inclure la famille autant que possible. Alors, le fait d'appliquer ce modèle, il est important d'inclure les autochtones et de prendre en compte leurs pratiques. Entre autres, lorsqu'il y a une très grande population autochtone, elle doit alors bénéficier des différents praticiens et des guérisseurs. Il doit y avoir une approche centrée sur les patients où les autochtones sont considérés en tant qu'éléments primordiaux. C'est ça que nous essayons de réaliser. Nous avons développé un modèle de santé et de bien-être holistique qui dit le suivant. Nous voudrions octroyer les meilleurs soins à notre communauté en prenant en compte l'apprentissage qui a été passé depuis de nos grands-parents. Bien entendu, la prestation de services va être inclusive et et va prendre en compte les familles, les communautés que nous servons. Entre autres, ce modèle va mettre l'accent alors sur notre connexion avec la nature, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le fait de prioriser la culture en tant que médecine. La majorité des communautés autochtones sont influencées par beaucoup de facteurs socioculturels. Il y a des fois, les patients rejettent certaines pratiques et certains choix. Et ceci car plusieurs individus peut-être vivent dans des zones rurales et ils n'ont pas malheureusement beaucoup de choix en termes de praticiens qui sont disponibles. Vous pouvez offrir l'utilisation par exemple de pratiques traditionnelles au sein de vos modèles et rendre ces options accessibles. Vous pouvez offrir un bouquet alors d'options à vos patients et prendre en compte le choix. Et vous pouvez mettre l'accent sur la connexion avec les communautés indigènes et créer des opportunités afin de co-façonner les modèles de prestation de services avec les communautés autochtones et bien accepter qu'il y a des maladies qui peuvent être interprétées par d'autres modèles de prestation de santé en tant que maladies mentales. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici quelques stratégies que vous pouvez mettre en place, et ceci afin d'intégrer des approches de guérison traditionnelle au sein de votre pratique. Alors, vous devez inviter les guérisseurs traditionnels et alors les aînés, les anciens, afin qu'ils participent au façonnage de votre modèle. Vous devez apprendre à propos des capacités de guérison des plantes et de la médecine sacrée et reconnaître leurs valeurs. Vous devez avoir des ateliers de travail afin de prendre en compte les contrastes et les connexions entre les communautés autochtones et promouvoir un environnement où vous pouvez répondre aux questions qui sont posées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons maintenant partager une vidéo. Dakota, est-ce que vous êtes capable, s'il vous plaît, de lancer alors la vidéo? Alors voici alors Gloria McCrayor qui y est alors une de nos aînées qui y est une guérisseuse traditionnelle et qui travaille avec nous. Alors la santé mentale. La santé mentale traditionnelle, le soutien. La santé mentale contemporaine, soutient d'autres éléments. Appelez-le comme vous voulez, ceci ne change pas ce que c'est.
un tout interconnecté. La santé physique, la santé spirituelle et la santé mentale. Vivre une bonne vie requiert cette connexion. Alors, merci à tous parce que vous êtes avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes en train d'écouter. Comme je l'ai déjà mentionné, avant, nous n'allons pas parler en tant qu'organisation et que communauté indigène de la prescription autochtone. Or, c'est un contexte que nous avons pris en compte pour un bon moment et vous pouvez voir que ceci a été réfléchi dans nos pratiques traditionnelles et nous assurons que tout cela est intégré dans nos modèles de prestation de services. Alors voilà, c'est ça notre présentation d'aujourd'hui et nous allons maintenant ouvrir l'espace afin que vous posiez des questions. Merci Dakota pour cette présentation. J'ai beaucoup de questions sur dans la boîte de discussion. Et je vais commencer par cette première question. Comment est-ce que les individus qui ne sont pas autochtones peuvent apprendre comment alors s'engager comment respecter cette guérison qui est basée alors sur la nature, dans tout le respect tout en respectant alors ces pratiques. Alors, je pense que la meilleure manière est de retrouver cet engagement significatif avec les communautés et les organisations et je vous encourage vraiment à à vous rapprocher de nous parce que nous avons beaucoup de ressources, nous avons beaucoup de documents disponibles et la meilleure façon de le faire est de demander simplement aux patients quels sont leurs besoins, que veulent-ils voir lors de la prestation de service et il y a beaucoup alors d'organisations, de programmes communautaires qui peuvent notamment offrir ces services. Vous devez entre autres regarder comment est-ce que vous pouvez collaborer et ceci afin d'offrir les meilleurs soins à ces patients et vous pouvez intégrer entre autres des programmes qui sont basés, disons, sur la Terre sans vous approprier ces programmes parce que vous êtes en train de bâtir, de construire des relations avec les populations autochtones qui peuvent vous soutenir. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des organisations qui sont dédiées à la préservation et à la promotion alors de ces pratiques de guérison traditionnelles basées sur la nature? Est-ce que vous pouvez nous en recommander quelques-unes ou même en parler? Alors, il y a beaucoup dans la Provence et au Canada. Alors, une de nos organisations, les plus grandes, euh, euh, et alors, basé au Canada, alors font beaucoup de travail afin de promouvoir les langages, la culture. Et toujours, on nous pose cette question, comment est-ce que pouvons devenir de meilleurs alliés? Comment est-ce que nous pouvons en apprendre plus? Comment est-ce que nous pouvons alors euh, forger alors des connexions, ceci avec les personnes autochtones au sein de notre communauté. Alors, je leur dis toujours, faites du bénévolat, travaillez alors au sein des organisations de prestation de services autochtones qui sont dirigées par les personnes autochtones. C'est la meilleure manière vraiment de forger ces relations, ces partenariats, le fait de faire du bénévolat. Alors voilà, c'est comme ça que vous pouvez contribuer à la communauté d'en apprendre plus et maintenant, vous connaissez l'histoire, vous connaissez les traumatismes, vous voyez quelles sont les actions qui doivent être entreprises, et ceci afin d'aller de l'avant. Alors, je pense que c'est une manière qui permet aux citoyens canadiens de devenir des alliés robustes. Voilà. Alors, merci énormément pour cette présentation. Alors, en prenant en compte les différents modèles, est-ce que le modèle de promotion de la santé ou des modèles de santé indigène, autochtone, pardon, qui a été présenté durant le sommet de la promotion de ces modèles a été efficace? Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je ne peux pas parler du modèle qui a été présenté durant alors l'école estivale de promotion. Je ne sais pas, je ne connais pas ce modèle, mais notre modèle n'a pas été développé directement. Pardon, alors il y a beaucoup de centres à Ontario qui travaillent pour des années
et qui ont développé ce modèle et nous avons pu développer ce dernier en prenant en compte le travail des différents centres. Alors, ce modèle a été utilisé par nos centres d'accès et maintenant, nous faisons de la promotion au sein de l'IPHCC et nous avons appliqué et incorporé beaucoup d'éléments, et ceci grâce au travail des centres qui a été accompli pour un bon moment. Alors, nous ne pouvons pas nous approprier ce modèle, non, mais c'est un modèle qui a développé à travers notre adhésion qui peut maintenant aussi promouvoir de l'engagement. Permettez-moi de vous dire que c'est un modèle universel qui a commencé avant la colonisation. Alors, nous savons qu'il y a cette connexion, nous savons que cette connexion, pardon, est présente. Elle n'a pas été créée, mais c'est quelque chose, c'est notre conviction, c'est notre croyance, ça fait des centaines d'années que nous y croyons et c'est quelque chose de spécifique au Canada, mais bien entendu, dans le monde entier, il y a des pratiques similaires. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une organisation telle que la vôtre à Manitoba? Je ne sais pas. Alors, la majorité de notre travail est dirigée par nos membres. Euh, Ici, à Ontario, peut-être Mandy, vous connaissez s'il y a une organisation. Alors oui, il y a un organisme canadien alors, qui parle beaucoup euh, de la guérison, disons, autochtone. Ils ont beaucoup de conférences, ils ont des informations sur leur site web qui sont disponibles. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui pratiquent ce modèle de santé alors, holistique et en prenant en compte les pratiques autochtones. Alors, je vous prie de nous contacter. Bien entendu, nous faisons aussi partie alors d'une initiative nationale financée par le gouvernement fédéral et nous travaillons aussi avec des partenaires au Canada. Nous avons des webinaires que nous lançons afin de parler alors des modèles de soins holistiques. Alors, nous avons une question finale. C'est Gary qui nous demande le suivant. Alors, majoritairement, nous sentons qu'il y a ce fardeau, cette charge que nous octroyons, voilà, que à nos communautés autochtones parce que nous leur demandons des consultations. Est-ce que vous pouvez leur nous recommander comment nous pouvons consulter avec ces populations autochtones sans ajouter leur des fardeaux? Alors, nous avons beaucoup de ressources qui sont disponibles et la présentation d'aujourd'hui n'était qu'un petit aperçu du travail que nous sommes en train de faire, mais nous travaillons beaucoup sur cela et je vous prie, bien entendu, d'inclure les communautés autochtones en premier lieu. Au début, au sein de les organisations, majoritairement, les communautés autochtones sont inclus un peu trop tard et les organisations viennent vers ces communautés-là lorsqu'il y a déjà du travail qui a été accompli. Alors, ces communautés autochtones sentent qu'elles n'ont pas été incluses lorsque cela était nécessaire, indispensable. Et entre autres, vous devez rendre quelque chose. Alors, si vous êtes en train de vous diriger vers la communauté, vers les organisations autochtones pour avoir le soutien, pour recevoir les consultations, je vous prie de regarder alors cette approche, de voir comment est-ce que cette approche va bénéficier toutes les personnes qui sont impliquées. Mais si vous êtes en train de vous rapprocher de communautés d'une bonne manière, avec de bonnes intentions, si vous voulez avoir une consolidation de relations respectueuses, si vous voulez avoir un engagement vraiment robuste, si vous êtes en train de regarder, de percevoir cette relation tout entière, beaucoup d'individus vont répondre vont vous répondre, bien entendu. Mais si vous n'êtes pas sûr, je vous prie alors de prendre en compte les résultats, les ressources, les documents que nous avons et nous, en tant que conseil, soutenons ces relations et nous faisons beaucoup d'efforts alors de sensibilisation. Les communautés sont différentes. Il n'y a pas une seule solution et une seule manière de se rapprocher d'elles. Mais bien entendu, vous devez le faire d'une manière respectueuse. Alors, nous avons une question qui nous reste. Alors, merci beaucoup pour cette question. Qu'est-ce qui
vous rapporte du bonheur, de la joie et du sens. Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment super de répondre à une question pareille parce que dans notre travail, je sais bien que Mandy peut y répondre aussi. Nous devons alors avoir des conversations un tout petit peu difficiles, des présentations qui sont pas si faciles à faire, notamment avec nos histoires personnelles auxquelles nous devons face en tant que communauté autochtone. Par exemple, moi, j'ai cinq enfants qui sont chargés, voilà, ils ont l'école, l'activité, etc. Mais ce travail-là, est essentiel pour moi. Je m'assure qu'il y a des espaces sécurisés pour mes enfants lorsqu'ils grandiront, que ces espaces seront disponibles, voilà, afin qu'ils ne fassent pas face aux défis auxquels nous avons fait face lorsque nous avions leur âge. Mandy, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Oui, on ne nous pose pas cette question, franchement. Mais oui, essentiellement le travail que notre équipe de soins de guérison traditionnelle fait et le fait de poser les jalons d'une communauté plus forte, plus euh, euh, en bonne santé, et ceci pour les 7 générations à venir. Et ceci me donne beaucoup de positivité, le fait que nous avons fait tout ce que nous pouvons afin de poser les jalons, afin de déployer, alors nous avons déployé les efforts. Alors moi-même, j'ai aussi des enfants, mais je me sens bien si je peux regarder dans les yeux de mes enfants à la fin de la journée et leur dire, voilà, je fais de mon mieux afin de m'assurer qu'ils auront un futur plus lumineux, disons, hein, eux et les 6 générations à venir aussi. Alors merci beaucoup à Dakota et à Mandy. Et maintenant, nous allons clôturer cette session. Nous avons partagé beaucoup de liens dans la boîte de discussion. Alors nous espérons que vous les avez déjà copiés et vous les avez ajoutés à votre navigateur. Et nous allons vous voir au cours de la prochaine session. Merci beaucoup pour votre engagement et parce que vous avez posé des questions vraiment essentielles. Et merci à nouveau à Mandy et à Docteur. Merci à tous, merci beaucoup, très belle journée, au revoir.